Dans cet épisode, on va vous révéler tous les secrets d'une préparation à 10 km pour pourquoi pas battre votre record sur cette distance mythique. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons un épisode spécial enregistré à Nice à l'occasion de la Prom Classique, un 10 km réputé pour être l'un des plus rapides et populaires de France. Et ça tombe bien car aujourd'hui on compte bien vous donner toutes les clés pour réussir une prépa 10 km dans les meilleures conditions et peut-être battre votre record si l'envie vous en dit. Et pour nous aider à perfectionner nos entraînements, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Pavlak, entraîneur et cofondateur de Campus Coach. Tristan, c'est un plaisir d'être avec toi à Nice aujourd'hui. Alors malheureusement, la météo, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Il y aura peut-être un petit peu de pluie qu'on va entendre dans l'enregistrement, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas gêner le confort, en tout cas on l'espère, de l'écoute de cet épisode. Comment ça va toi, Tristan? D'être à Nice, pas pour un Ironman d'ailleurs, mais pour un 10 km sur route. Oui, Nice, ville chargée d'histoire pour moi. En effet, j'ai fait mon premier Ironman ici. Écoute, très belle ville, mauvais temps, ça arrive. En tout cas, un plaisir d'être à tes côtés pour cet épisode. Alors, est-ce que on a vu pas mal de coureurs aujourd'hui, coureurs et de coureuses s'est lancé. Est-ce que ça t'a donné envie, toi aussi, pourquoi pas de rattacher un petit dossard? Moi, ça m'a fait un petit quelque chose. Hein. C'est vrai, t'as senti une petite excitation? Ouais, j'aurais bien aimé. Voilà, ça m'a manqué. Peut-être 2023-2024, les auditeurs vont avoir la chance de pouvoir suivre un peu ton parcours. Écoute, toujours un petit peu. Alors là, c'est vrai que 9h du matin sous la pluie, je serais bien resté chez moi, mais pourquoi pas un petit 10 km. J'en ai pas fait beaucoup, donc ça peut être une bonne occasion, un jour. Bon, écoute, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de prépa 10 km. Mais avant ça, ce que je te propose, c'est qu'on débriefe de cette édition 2023 de la Prom Classique parce qu'on avait quand même quelques beaux coureurs engagés sur la distance, notamment chez les hommes, avec par exemple Raphaël Montoya, que tu connais, puisque il vient du triathlon. Il détient le record de l'épreuve de la Prom Classique en 28 minutes et 18 secondes. Donc c'est quand même un niveau de performance qui est quand même assez élevé. On avait aussi un ami suédois qui était là, Nilsson David, qui lui a un record de 28-13. Donc quand même des participants plutôt expérimentés sur la course. Est-ce qu'il y a eu de la bagarre? Alors apparemment, oui, il y a eu pas mal de bagarres, en tout cas jusqu'au 5e, il y avait un petit groupe qui s'était détaché en tête, une dizaine de personnes qui avaient réussi à creuser un petit peu l'écart. Et puis après, classique, hein. Je pense qu'on va en parler dans cet épisode, aux alentours du 7e kilomètre. C'est là où, on va dire, le mur du 7e arrive et c'est là où le vainqueur a pris les devants. En tout cas, a fait une petite accélération qui a fait la différence pour finir premier. Mais c'est vrai que sur 10 km, on voit souvent des pelotons de coureurs. C'est rare qu'il n'y a pas une échappée. C'est vrai que les coureurs aiment bien rester dans un premier temps tous ensemble, en tout cas les coureurs de niveau équivalent. C'est important, selon toi, la densité sur 10 km et de ne pas partir tout seul parce que c'est des vitesses qui sont quand même assez rapides et avoir finalement un lièvre ou bénéficier d'un effet de groupe, c'est quand même positif pour une course comme ça. Ça, c'est indéniable que l'effet de groupe, le fait de ne pas avoir besoin de se concentrer sur plein de choses différentes, hein, que ce soit la gestion de l'allure, que ce soit la direction, après la trajectoire là, sur la des Anglais, c'est un aller-retour, donc ça devrait aller. C'est tout droit. Mais le fait de reposer son cerveau et de ne se concentrer que sur une seule chose, la gestion de son effort, être relâché, sa technique, vraiment abaisser notre niveau d'activation le plus possible pour s'économiser un maximum. Et ça, on ne peut que le faire en groupe. C'est pour ça que quand on est devant, on est désavantagé. C'est pour ça qu'il y a des relais et c'est pour ça que les gens restent en groupe le plus souvent. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que sur les courses avec de grosses densités, on obtient souvent des très très bons chronos, en tout cas hors championnat. C'est clair. Du coup, ça s'est gagné en combien et qui a gagné cette édition 2023 ? Alors notre vainqueur de cette édition 2023, Kedar Salim, en, que je dise pas de bêtises, 28 minutes et 39 secondes. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne savait pas exactement, mais il pleut, la route est un peu glissante, il a peut-être perdu maximum une petite dizaine de secondes là-dessus. Donc très très gros chrono de sa part. Et il bat son record, parce que je crois qu'il avait un record en 28,50. Donc comme quoi, Ouais. Très en forme aujourd'hui. Très en forme, donc un athlète algérien. Du côté des femmes, alors on avait aussi
un beau plateau avec notamment Cécile Jaroussel. Alors Cécile, elle sort récemment des championnats d'Europe de cross à Turin. Elle avait fait une 25e place et c'est vraiment une jeune coureuse qui est en train de percer un peu en ce moment. Et aussi Sophie Tonneau. Alors Sophie, elle nous vient plutôt de la piste, du 800 mètres, du cross-country, du 1500 mètres et elle faisait ses premiers pas sur 10 km. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on a eu aussi une belle bagarre chez les filles? Et premier pas très très concluant pour Sophie, puisqu'elle termine première en 32,50. Et on parle de bataille. Là, pour le coup, la bataille a été jusqu'au bout, puisque tu as parlé de la Française Cécile Jarousseau, qui termine 1 seconde derrière. Donc vraiment, ça s'est joué au sprint, ça s'est joué jusqu'à la fin. D'ailleurs, on l'a vu après la finish line. C'était mano-mano à la fin. Ouais. Là, il restait rien du tout. Elles ont tout donné. Alors Cécile Jarousseau qui détenait un record de 33,50, donc je pense qu'elle l'a explosé. Elle a descendu d'1 minute, 32,51. 32,51, moins de 33. 2 filles sous les moins de 33. Et Sophie, elle avait une performance, je crois qu'elle avait fait 16,15 sur 5000 mètres. Mais là, moins de 33, 32, c'est sérieux. Pour son premier. Ouais, pour son premier, là, on a quand même un niveau... On a des filles qui vont vite. C'est vrai que c'était un peu tristoun pendant quelques années sur le demi-fond français. Là, on voit quand même qu'il y a eu des performances. Il y a quasiment que des records. Il y a eu du RP. Donc comme quoi, ça fait plaisir. Et comme quoi la prom classique tient une fois de plus un peu sa légende, c'est une course rapide et c'est une course à record. Écoute Tristan, ce que je te propose c'est qu'on écoute un petit reportage qui a été enregistré justement à Nice sur la prom classique et puis on débriefe de tout ça. Est-ce que tu es ok pour ce petit magnéto? C'est parti magnéto. Alors je me trouve actuellement à Nice et plus précisément sur la fameuse promenade des Anglais. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Tout de suite on s'aperçoit que cette ville elle est véritablement ancrée dans l'histoire. Il faut savoir qu'on a retrouvé des traces du passage de l'homme. Ici à Nice, il y a plus de 400 000 ans et peu de villes peuvent se vanter d'avoir une telle histoire. Alors la prom classique est l'un des 10 km les plus populaires de France. Le parcours emprunte la fameuse promenade des Anglais qui est probablement l'un des lieux qui a le plus contribué au rayonnement touristique de la ville de Nice à travers le monde. D'ailleurs, prom, c'est tout simplement le diminutif qu'utilisent les locaux, les autochtones, pour faire référence à la promenade des Anglais. Mais pourquoi est-ce que la promenade des Anglais porte ce nom? Eh bien, il faut savoir que l'origine de la promenade des Anglais remonte au 19e siècle. À cette période, de nombreux aristocrates européens s'installent pendant la période hivernale dans la ville de Nice, tout simplement pour bénéficier du climat doux et du calme de la ville. Et parmi toutes les nationalités qui se croisent au rythme des soirées mondaines niçoises, eh bien, nos amis les Anglais étaient relativement nombreux. Alors, c'est sûr que Nice, c'est quand même un peu plus sympa que la plage de Brighton. Bref, c'est l'un d'entre eux, Lewis Wayne, à qui on doit la création de la promenade des Anglais. En 1821, Lewis il va faire une levée de fonds auprès de ses compatriotes et cet argent il va s'en servir pour construire le célèbre chemin de balade au bord de la mer niçoise. Alors bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, la promenade constitue un des grands divertissements au sein des sociétés aristocratiques. Mais attention, contrairement à aujourd'hui, la balade, c'est pas quelque chose, c'est pas une activité de détente ou digestive. À cette époque, c'est vraiment un divertissement avec une grande importance sociale, voire même politique. Et les mondains se baladent sur ces chemins vêtus de leurs plus beaux apparats. Ils veulent voir et être vus. Un peu comme dans les clubs privés qui vont se développer au début du XXe siècle. Et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, c'est nous les coureurs qui profitons de cet héritage. C'est vraiment entre 1810 et 1860 que les villes ont construit massivement des parcs somptueux, comme par exemple aussi notre magnifique parc du Bois de Boulogne, qui est très prisé des runners parisiens, qui a été construit, qui a été réhabilité sous Napoléon III, ou encore le Hyde Park à Londres, ou même Central Park à New York. Vraiment, chaque ville voulait construire le plus beau parc pour montrer sa puissance et sa richesse, un peu comme les buildings de nos jours. Et du coup, c'est tant mieux parce que c'est aujourd'hui nous, les coureurs et coureuses, qui profitons de ces décors somptueux pour faire nos entraînements. Allez, j'arrive au village de la course, là où les coureurs vont récupérer leur dossard. Je vais essayer d'aller récupérer quelques petits témoignages de futurs coureurs pour prendre la température. On se retrouve là-bas. Alors je viens de croiser Eric. Eric, tu viens de récupérer ton dossard. Tu es le numéro combien? 661. 661. Demain, tu participes aux 10 km. Quel est ton objectif?
Alors l'objectif réel sera d'être en dessous de 45 minutes, ce qui n'était pas du tout le record, mon record, mais là avec une préparation très, très moyenne, voilà, on va être humble et on va faire 45 minutes, ça sera pas mal déjà. Alors l'une des particularités de la Prom Classic, c'est une course qui a lieu tout début janvier. C'est pas souvent simple parce que c'est juste après les vacances, les fêtes de fin d'année, le Nouvel An, Noël. Est-ce que toi tu as été prudent dans l'optique de cette course ou tu as un peu lâché quand même les chevaux ? Alors pas du tout prudent, effectivement c'est pour ça que la préparation elle a été, beaucoup de séances sont sautées et sorties surtout de marathon Nice-Cannes en plus qui était en novembre, donc c'est vrai qu'après ça c'était difficile de repartir sur des bonnes bases. Donc là l'objectif c'est de remettre un peu la machine en marche, de reprendre du plaisir, de goûter un peu au dossard et puis pourquoi pas lancer cette saison 2023. C'est relancer la saison pour Marathon de Paris là, donc voilà, première course de l'année et puis après on repart sur une préparation marathon. Tu as déjà couru la Prom Classic ? Ouais, c'est là, quasiment tous les ans. Tous les ans, en étant niçois, forcément, c'est un incontournable de début de saison. Et qu'est-ce que tu penses du parcours ? Alors, il paraît qu'il est très très rapide. Après, le problème, ça peut être le vent qui peut souffler fort ici. Moi, sur l'expérience que j'en ai, j'ai jamais eu de mauvaises conditions climatiques. Après, demain, je crois qu'on attend un peu de pluie. Après, c'est vrai que c'est rapide, mais beaucoup de monde aussi. Donc, il faut bien se positionner pour partir et pas être trop gêné. Et après, sinon, c'est un parcours qui est magnifique. Bord de mer, tout droit. C'est assez facile, assez roulant, effectivement. Ok, écoute, Eric, je te souhaite une très belle course. Et puis, je te dis à demain. Salut, au départ. Ça marche, merci. Bonne journée. Merci pour ce que vous faites. Alors Pierre, tu es le speaker de la course, on se connaît bien puisqu'on s'est déjà vu sur pas mal de courses, notamment à Paris et dans sa région. Ça fait plusieurs années que tu viens animer sur la Prom Classic ? Depuis 2016, j'anime la Prom Classic et c'est vraiment un événement très différent des autres parce que c'est le premier événement de l'année, parce qu'on est à Nice, il fait hyper beau, on est en plein soleil sur la promenade des Anglais, 8500 coureurs demain, autant vous dire que ça va être un départ sensationnel. Alors 8500 coureurs pour un 10 km, c'est énorme, c'est l'un des plus gros 10 km de France. À ton avis, comment expliquer ce succès populaire de cette course ? Alors il y a plusieurs raisons. Le premier succès, c'est le cadre. C'est vrai que la ville de Nice offre un panorama, un paysage exceptionnel, la promenade des Anglais, la Méditerranée, son point de vue architectural avec ces édifices comme le Negresco par exemple, qui abrite et qui habille la promenade des Anglais. On a aussi un savoir-faire des organisateurs, comme beaucoup d'organisateurs en France, mais c'est vrai qu'ici, on a l'habitude de ces grands rendez-vous, donc on sait faire, on sait déployer un petit peu toute la logistique. Et puis je pense que Nice, c'est aussi une ville très sportive, on y pratique tous les sports. Donc pour toutes ces raisons, en fait, cet événement, il s'inscrit dans le temps et je pense qu'il va encore continuer de longues années. Et puis un parcours réputé extrêmement rapide, extrêmement roulant. On est vraiment sur une ligne droite, 2 boucles de 5 km et des conditions météo favorables, sauf quand il vente. Parce qu'on est quand même en bord de mer et quand le vent s'invite sur cette épreuve, ça peut faire mal. Oui, c'est tout le risque. Alors là, on fait de la radio, un podcast, mais c'est vrai qu'à mon visage, là, quand tu parlais de tout ça, je commençais à un petit peu tiquer. Oui, le vent demain, c'est un paramètre un peu inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer, mais effectivement, ça peut être plat. Et si c'est propice et favorable au peloton, ça peut aller très vite. En revanche, ça peut aussi freiner notamment les Raphaël Montoya, qui l'année dernière a établi ce record d'épreuve en 28-18. Il est là pour remettre son titre en jeu. On a d'autres challengers qui sont là aussi pour bousculer un petit peu justement le tenant du titre. Et on dit, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, que le record pourrait tomber, le record de l'épreuve bien sûr. Bon, de la bagarre, écoute Pierre, je te donne rendez-vous demain matin sur la ligne de départ pour prendre la température de la course. Et puis, rendez-vous à l'arrivée. Rendez-vous à l'arrivée et vive dans la tête d'un coureur. À demain. Alors je viens de croiser Mathilde qui vient de battre son record sur la Prom Classic. Quel est le chrono Mathilde ? 39-20 je pense, 39-21. 39-21, moins de 40. Est-ce que c'est la première fois que tu descends sous les 40 minutes ? Non, j'avais déjà fait 39-50 à Deauville. Mais là tu bats quand même ton record. Je bats mon record. Bon félicitations. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à la Prom ? Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé le parcours ? Parce que c'est vrai qu'il est très très réputé pour être particulièrement roulant. Est-ce qu'il est si plat que ça ? Pas vraiment, il y a quand même des petits faux plats, on dirait pas comme ça, mais quand on court on le sent bien. Et puis la relance du virage, ça fait mal quand même. Pourtant, est-ce que tu dirais que c'est un parcours propice à la performance pour passer son record ? On dirait que oui, puisque tu as battu ton record toi. Ouais, je pense parce qu'il est quand même plat, il y a quand même des parties aussi où on peut récupérer des petits faux plats. Et puis si on est bien au 5e, le retour on le connaît un peu, donc voilà, ça va. Comment est-ce que tu t'es préparé pour cette course ? Est-ce que tu as mis en place une stratégie particulière à l'entraînement ou tu y allais plutôt au talent ? En fait, j'ai un coach depuis 2-3 mois et donc c'est lui qui fait mes entraînements. On fait un peu d'intensité spécifique 10 kg. Et après là, je vais préparer le semi, donc je pense qu'on va calmer un peu tout ça.
Donc ouais, quand même un peu de préparation et après je pourrais faire des efforts sur tout le reste, renfo, nutrition. Donc t'as un peu insisté sur le fractionné et tout, hein. T'as lâché un peu les chevaux. Ouais, un peu de fractionné, pas mal même, 2 fois par semaine. Et après des sorties aussi endurance, tranquille. Et un peu de renfo quand j'ai vraiment pas le choix. Bon bah félicitations encore pour cette performance et bah je te dis bonne récupération et à bientôt. À bientôt. Alors Lilian, comment tu as trouvé les conditions, notamment les conditions météo? Parce que j'ai parlé à pas mal de coureurs la veille de course et ils avaient un peu peur des conditions météo. Toi, comment t'as trouvé ça? Eh ben, je m'attendais à pire. J'ai regardé la météo 2 jours avant, ils annonçaient un peu de pluie. Et finalement, on a eu quelques gouttes, mais ça s'est très bien passé. La piste n'était pas trop mouillée, donc c'était quand même agréable. Pas de vent, la météo, un petit peu de pluie, mais ça rafraîchit aussi. Alors, niveau record, est-ce que tu as battu ton record? Ah oui, j'ai explosé mon record. En précédent, pendant les entraînements, c'était 46 et là, je viens de faire 39 minutes. Donc je suis extrêmement content. Moins de 40 minutes, c'est vrai que c'est moins de 40 minutes, c'est très symbolique pour les coureurs à pied, c'est souvent un objectif qu'on rêve d'atteindre. J'imagine que tu es sur ton petit nuage là. Ah oui, totalement. Je pense que je vais mettre un petit moment pour m'en remettre. En plus, je partage la course avec mes collègues de promo, donc c'est un régal. Bah félicitations. Alors tu es passé de 46 à 40, à moins de 40, donc j'imagine que tu as dû mettre en place pas mal de trucs à l'entraînement. Qu'est-ce qui a payé pour toi? C'est quoi le secret de cette performance aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait qui a payé à l'entraînement? Je pense que c'est la régularité. J'ai suivi un plan de 3 entraînements à 4 maximum par semaine que j'ai essayé de respecter à la lettre, à part un petit peu pendant les fêtes, c'était compliqué. Mais je pense que c'est vraiment la régularité et l'assiduité. 4 entraînements par semaine, tu faisais combien de kilomètres en moyenne par semaine pour qu'on se rende compte un peu? Qu'est-ce que ça implique, moins de 40 sur 10 kilomètres? Je dirais entre 30 et 40 en moyenne. J'essaie de ne pas faire beaucoup plus pour ne pas trop me fatiguer. Et voilà, entre 30 et 40, je dirais. Et ben entre 30 et 40, c'est quand même pas un volume énorme. Donc en tout cas, tu as des vraies aptitudes athlétiques. Bravo à toi parce que voilà, c'est une très belle performance pour le volume que tu as. Encore bravo. Je te retiens pas plus longtemps parce qu'il pleut encore un peu. Je veux pas que ça t'attrape froid. Et puis bonne récupération. Merci beaucoup. Retour au studio, reportage intéressant, on a eu pas mal de témoignages qui moi en tout cas m'ont fait un peu réagir. Alors on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de monde qui font des 10 km dans le cadre d'une pré-prépa, que ce soit sur marathon ou semi-marathon là comme on a pu entendre. Pas mal aussi de conseils techniques, l'importance de bien se positionner sur le départ parce qu'il peut y avoir aussi pas mal de monde. Faire attention, alors on parle souvent du dénivelé, on regarde le dénivelé en tant que coureur mais il y a aussi les virages, est-ce qu'ils sont en épingle? Parce que là, il faut relancer après un virage qui est en épingle et souvent ça vient casser les jambes et ça, il faut faire attention et souvent on peut passer un peu à côté. Et puis, bravo, le dernier concurrent, moins de 40 avec 3 entraînements par semaine, 40 km de volume, c'est quand même pas énorme et on arrive quand même à des niveaux de performance. Moins de 40, on est à près de 15 à l'heure sur 10 km. Moi, je dis chapeau. Du coup, on va détailler un peu tout ça dans cet épisode, Tristan, et je te propose qu'on parle justement maintenant de prépa 10 km avec ses nombreuses spécificités. Mais avant ça, j'aimerais justement qu'on prenne 3 minutes pour parler de cette course qui est souvent la porte d'entrée dans le monde du running en compétition. Moi, en tout cas, et je sais que je ne suis pas seul, la première compétition que j'ai faite, c'était un 10 km, le 10 km de Saint-Médard, pour nos amis du Sud-Ouest, qui était très sympa. Et c'est vrai que maintenant, toutes les villes, quasiment en France, ont leur 10 km, leur corrida, c'est vraiment un peu la course populaire du village. Et souvent, quand on croise des coureurs à pied, peu importe leur niveau, le chrono sur 10 km, c'est vraiment un chrono de référence. Les gens arrivent à jauger, ils se rendent compte de ce que ça peut faire. Parce que quand tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas la course à pied, j'ai fait un marathon en 3h, 3h30 ou même 2h30, s'il n'y connaît pas, il peut pas jauger un peu le niveau de performance. Alors que sur 10 km, on a tous fait plus ou moins l'entraînement, en tout cas beaucoup de gens l'ont déjà fait. Et c'est vrai que c'est un chrono qui parle à beaucoup de monde. D'où l'importance aussi d'avoir une belle référence. C'est vrai que ça fait plaisir un peu à l'ego d'être rapide sur 10 km. Du coup, selon toi, ce format de course, qui est quand même pas si simple que ça, on va voir que même s'il est accessible à tous, pour bien le courir, il est quand même assez, moi je trouve assez difficile. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est adapté à quel type de profil de coureur? Plutôt des coureurs jeunes, rapides, puissants, qui peuvent faire parler, qui sont avides de sensations fortes. C'est pour qui un 10 km selon toi? Pour revenir un peu sur ce que tu as dit juste avant, c'est marrant parce que tu vois, moi je trouve que le chrono sur 10 km va intéresser les publics un peu avertis. C'est-à-dire que quand tu vas parler avec un coureur,
vous allez souvent parler justement c'est quoi ton chrono sur 10 km et c'est comme ça un peu que tu vas te juger. Quand tu parles à quelqu'un qui n'a aucune connaissance en course à pied, au contraire la seule chose qui l'impressionne c'est la longueur et le premier truc qu'il va te demander c'est est-ce que tu as couru un marathon, est-ce que tu as couru ici, alors qu'en fait au final je trouve qu'avoir une belle performance sur 10 km et c'est ce que je défends c'est différent mais c'est tout aussi bien qu'en fait courir une longue distance. C'est vrai d'ailleurs même quand tu parles à des amateurs, même moi ça fait 15 ans, j'ai jamais fait encore j'avais fait une prépa marathon mais avec le Covid j'ai pas pu la courir et les jeunes mais t'as pas fait de marathon, bah t'es pas un coureur alors, tu vois souvent il y a aussi ce côté là qui est un peu pénible mais c'est vrai que le 10 voilà ça reste quand même l'une des premières questions qu'on pose quand on croise un coureur, c'est tiens c'est quoi ton chrono sur 10? C'est ça. Après, il y a aussi l'accessibilité de la distance. Tu l'as dit, toi, ta première compétition, c'était un 10 km. Quand j'ai commencé la course à pied, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de courir 10 km le plus vite possible pour voir quel chrono je pouvais faire. Même à l'entraînement ? Ouais, bah évidemment, mais surtout à l'entraînement. Et puis ça amène à des petites blessures. Mais, c'est pas l'idéal, hein. Ouais. C'est pas ce qu'on recommande de faire. C'est pour ça qu'on fait ces podcasts, pour essayer que les gens évitent de le faire. Mais voilà, c'est vraiment le premier accomplissement, la première pierre à l'édifice un petit peu qui va ensuite permettre soit d'accéder à des meilleurs chronos avec des meilleures préparations, soit à des distances un peu plus longues. Donc, premier accomplissement pour les débutants, un finish entre guillemets assez accessible, parce que 10 km en soi, à partir du moment où on est un peu régulier, qu'on commence à s'entraîner quelques mois, sur des périodes plus ou moins longues en fonction du profil évidemment, voilà, c'est un finish qui est assez accessible. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité des gens veulent ensuite commencer à descendre leur chrono et aller chercher une performance sur cette distance. Et justement, quand on commence à rentrer dans ces expérimentés, tu m'as demandé à qui ça s'adresse. Je trouve que le 10 km, c'est une bonne distance parce que, alors, si on veut performer, il faut quand même avoir une bonne fréquence d'entraînement, mais ça ne demande pas un gros volume dans le sens où, si tu compares forcément à l'extrême qui est une préparation marathon, tu vas pas avoir des sorties longues ultra longues, tes fractionnés vont quand même être un petit peu longs, mais voilà, ça reste quand même restreint, et ce qui fait que malgré le fait que meilleur tu veux devenir, plus ta fréquence d'entraînement va devoir s'élever, ton volume reste quand même assez restreint. Mais c'est vrai que c'est souvent une prépa assez généraliste, tu vois, quand tu es un peu entre deux saisons, tu sais pas trop quoi tu vas préparer, tu restes un peu sur un modèle de prépa 10 km parce que comme tu l'as dit, c'est pas beaucoup de volume, même quelqu'un qui va chercher vraiment la grosse performance, il va pas dépasser les 80-90 km semaine et on va voir qu'il peut quand même avoir un bon niveau. Alors je reviens un petit peu sur ce que tu nous disais sur le fait de courir à l'entraînement parce que tu vois, on l'a vu dans le magnéto, il y a une personne qui dit je fais 46 à l'entraînement et là je fais moins de 40, et moi ce que je tiens à dire c'est que en compétition on est beaucoup plus rapide qu'à l'entraînement, et c'est vrai qu'à l'entraînement quand on connaît pas vraiment le monde de la compétition, on essaye de se dire allez à l'entraînement combien je fais, là j'ai réussi à faire 41 à l'entraînement ou 46 à l'entraînement, peut-être que je peux gagner 30 secondes en compétition, mais non, souvent on peut gagner, surtout quand on est débutant, 2, 3, 4 minutes parce qu'il y a l'adrénaline, parce qu'il y a la gestion de course, parce qu'on va aller dans le dépassement de soi, parce qu'il va avoir le mental. Alors malheureusement plus on va progresser, plus ça va être moins exponentiel, mais souvent on a des très belles surprises comme là, notre coureur 46, il s'est donné à fond, j'en suis sûr, à l'entraînement, et puis il tape 39, voilà, donc ça c'est intéressant. Autre chose qu'on a entendu, on le dit souvent, une prépa, c'est bien une prépa 10 pour créer des fondations, et par exemple c'est l'une des courses qu'on recommande de faire aux personnes avant une prépa marathon, avant une prépa semi. C'est un peu une pré-prépa, le 10 km. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être une bonne stratégie avant de se lancer dans une prépa, un objectif un peu plus ambitieux, pour remettre la machine en marche, en pré-objectif, entre guillemets, glisser un 10 km? Ce que j'ai partagé d'un point de vue méthodologique sur l'entraînement, par exemple, si on prend lors du semi à Boulogne, il y a quelques épisodes de ça, c'est de dire qu'il faut une spécificité progressive de l'entraînement au fur et à mesure qu'on s'approche d'une course. C'est-à-dire que quand on est, l'idéal c'est de courir toute l'année, et quand on est à 6 mois, 8 mois de son semi-marathon, de son marathon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prépare déjà notre allure marathon? Est-ce qu'on fait autre chose? Personnellement, je défends que la dose fait le poison, donc ça va être intéressant de varier un petit peu ce qu'on travaille, justement aussi pour rester motivé, parce que si on fait tout le temps la même chose, on risque de s'ennuyer un petit peu, et l'aspect motivationnel est important chez le coureur. Donc si on respecte cette spécificité progressive, on comprend très vite que le 10 km est un peu sur le chemin de la préparation semi, de la préparation marathon. Donc plus on se laisse de temps, évidemment, plus on peut faire une vraie préparation 10 km, puis une vraie préparation semi ou marathon. Donc oui, en effet, je trouve que si on se laisse le temps, c'est une bonne chose. Après, très souvent, c'est fait un peu proche, c'est une semaine avant, 2 semaines avant. Ouais, et à ce moment-là, pour moi, c'est pas vraiment un 10 km couru à fond. En tout cas, c'est pas comme ça que ça devrait être fait, parce que faut pas négliger la fatigue qui
et après un 10 km. Et puis surtout, on parle de fatigue physique, mais la fatigue nerveuse, parce qu'un 10 km, on les a vus sur la finish line, hein, ça bave, il y a des crottes de nez partout. Enfin, les mecs, ils se donnent à 100%. Tu vois. C'est une distance qui, quand on essaye de faire un gros chrono, fait très très mal. Donc à partir de là, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est très bien de le faire sur le parcours, mais gardez un petit peu de temps pour refaire un peu d'entraînement, voilà, laisser le temps d'un ou deux blocs spécifiques semi ou marathon ensuite pour laisser le temps de récupérer. Mais c'est vrai que c'est pas bon, le 10 km, ça laisse des traces un peu musculaires, mais c'est vrai que musculairement, au bout de quelques semaines, on récupère bien. Mais tu l'as dit, hein, c'est mentalement le 7e, le 8e. Tu parlais tout à l'heure du mur du 8e ou du 7e kilomètre sur 10 kills. Bah, c'est vrai qu'il faut aller chercher au fond de soi-même. Et c'est souvent aussi une course, même quand on est aguerri, même quand on a bien tout fait à l'entraînement, ça peut être cruel. Et ça tient à peu de choses un chrono sur 10 km, hein, vraiment. Et d'ailleurs, je tiens à le dire à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Des fois, on s'entraîne, on se prépare, on pense vraiment qu'on a tout bien fait. Même des fois, on a tout bien fait et puis ça paye pas sur 10 km. Le 10 km, c'est une course injuste par rapport au marathon ou au semi où globalement, il y a moins de surprises. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. On verra tout à l'heure qu'est-ce qui peut justifier un chrono ou une contre-performance sur 10 parce que malheureusement, c'est nombreux. Alors souvent, on dit que le 10 km, c'est bien en pré-prépa, comme tu nous l'as dit à l'instant. Mais il y a aussi cette idée que ça va nous permettre de travailler notre vitesse, d'augmenter notre vitesse. On parle aussi de la fameuse VMA. Et l'idée, plus on va travailler notre vitesse, et plus on sera du coup confortable sur les allures semi, les allures marathon. Et justement, moi je veux qu'on fasse une petite aparté sur la VMA. Est-ce que tu peux nous dire déjà de quoi est-ce qu'il s'agit de la VMA, parce qu'on sait qu'elle est souvent importante en prépa 10 km. Et surtout, est-ce que toi tu penses que c'est une donnée intéressante à prendre en compte quand on fait un 10 km ? Alors, gros sujet là. Gros dossier. La VMA, c'est vrai que c'est un peu, j'ai l'impression, le saint graal pour le coureur, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont baser leur entraînement sur cette valeur de VMA. Il y en a beaucoup qui vont brandir un petit peu cette valeur comme une fierté. Pour définir la VMA, qui veut dire vitesse maximale aérobie, la manière dont on la définit, c'est la plus petite vitesse à laquelle on obtient VO2 max. Donc VO2 max, la consommation maximale d'oxygène par unité de temps. Mais le problème qu'on pourrait dire un petit peu, c'est que cette VMA en réalité dépend du test. Et en fait, la plus petite vitesse à laquelle on atteint VO2 max peut être sur une très très large palette. Donc il y a des tests qui vont donner des valeurs un peu plus élevées que d'autres. C'est pour ça qu'en général, j'aime bien parler de vitesse limite. Donc VMA, moi je définis ça comme la vitesse limite 5 minutes. Quelle vitesse vous pouvez tenir sur 5 minutes? Mais ça peut être 6 minutes sur, par exemple, si on prend un test de semi-Cooper ou quelque chose comme ça. Donc ça nous permet de nous rattacher tous à la même chose et de nous affranchir un petit peu du test qui représente, et surtout que d'un point de vue physiologique, je l'ai dit, on peut atteindre notre VO2 max à des durées très très différentes, à peu près on va dire pour les meilleurs à n'importe quelle vitesse au-dessus de notre allure 5 km. Il suffit juste d'attendre assez longtemps et on finira par dériver jusqu'à VO2 max. Donc tout ça pour dire que la valeur de VMA, d'un point de vue théorique, c'est plus compliqué que ça en a l'air. D'un point de vue pratique, si on prend juste vitesse limite 5-6 minutes, qu'importe, c'est un bon indicateur. Alors, est-ce que c'est le seul indicateur? Non, mais en tout cas, c'est l'un des indicateurs qui va être intéressant à regarder. Et surtout, c'est-à-dire que si on regarde, par exemple, pour des coureurs expérimentés, ça va être quand on veut faire partie des meilleurs, on veut que tous les curseurs soient au maximum. Si on fait partie des coureurs un peu plus loisirs, mais coureurs loisirs, en réalité, jusqu'à 32-31 minutes, je considère encore ça comme loisir. Ce qui est intéressant, c'est que la VMA, c'est un facteur à regarder pour mesurer la progression. J'ai mes séances VMA, je les cours à une certaine vitesse. Est-ce que dans 6 mois, est-ce que dans 1 an, est-ce que dans 2 ans, ces séances-là, je suis capable de les faire un peu plus rapides avec le même RPE, donc ça veut dire avec la même perception de difficulté? Est-ce que je suis capable de les faire avec peut-être la même fréquence cardiaque, avec les mêmes dérives? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les aspects physiologiques, et là j'ai fait une petite aparté parce que je suis sûr que ça en intéresse certains, mais d'un point de vue pratique, pour ceux qui s'en foutent un peu de la théorie, est-ce que sur mes séances VMA, est-ce que sur mon 30-30, le fameux 30-30, est-ce que sur cette séance, je suis capable de m'améliorer? Si la réponse est oui, forcément le temps sur 10 km va s'améliorer. Après, comme j'ai dit, c'est pas la seule chose qui va rentrer en compte c'est pas aussi simple que j'ai une VMA à 20, je vais pouvoir courir mon 10 km à temps. Tu vois. Et justement, en parlant de vitesse, est-ce que tu penses que la prépa 10 kg, c'est vraiment un bon moyen de booster sa vitesse? Parce qu'on pourrait penser aussi qu'une prépa 1500 mètres, une prépa 3000 mètres, finalement, c'est encore mieux. Toi, par exemple, est-ce que tu utiliserais le 10K pour
gagner un peu de vitesse, reprendre un peu de la vitesse, notamment après un marathon, après peut-être un Ironman, où c'est pas forcément les qualités qu'on cherche à développer. Est-ce que le 10K, c'est l'idéal pour booster sa vitesse ? Ça va dépendre de la définition qu'on donne de vitesse. Comme tu dis, moi, quand tu me dis vitesse, je pense tout de suite à 400 mètres, 800 mètres, à 1500 mètres, voire du sprint, tu vois. Vitesse pour un coureur de fond polyvalent. Voilà, après, c'est-à-dire que c'est une question de référentiel. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, pour moi, c'est la dose qui fait le poison. Quand on a tendance à enchaîner les prépas marathon à la suite et qu'on fait que du spécifique, bah, en fait, il y a au bout d'un moment où ça fonctionne un tout petit peu moins bien. Et c'est là où, quand on apporte un petit peu de diversité, ça permet de justement relancer un petit peu la progression. Donc évidemment proche de la compétition et spécifique, mais se laisser le temps, varier un tout petit peu pour, on pourrait dire, reprendre un peu de vitesse. Je suis pas sûr que physiologiquement ça reprenne un petit peu de sens, mais en tout cas d'un point de vue pratique sur le terrain, d'un point de vue empirique, ouais, ça prend, pour moi ça fait beaucoup de sens, et ça serait même ouais, ça peut se, comment dire, on peut le vouloir. Bon, bah du coup, je te propose qu'on rentre maintenant plus concrètement dans le cœur d'une prépa 10 km. On va parler un peu d'entraînement, on va parler de séances de vitesse, on va parler d'endurance. Voilà, tu vas nous décortiquer un peu tout ça. Mais avant ça, selon toi, une prépa de 10 kg, en combien de temps ça se prépare ? Alors, on dit souvent, on commande 12-16 semaines pour un marathon, 8-12 semaines pour un semi. Le 10, c'est quoi ? 3 semaines, 6 semaines, 10 semaines, une bonne prépa 10 pour un athlète qui est un peu, qui vient de terminer par exemple un marathon il y a un mois, qui veut reprendre, qui a conservé un peu de vitesse, qui a conservé un peu d'entraînement et qui se dit voilà, je ne veux pas me prendre la tête, je vais faire une petite prépa 10. Combien de temps tu lui conseilles de faire un bon cycle ? Ouais, bah c'est toujours bien de remettre en contexte. J'ai l'impression qu'on le fait sur chaque distance, mais c'est important de le dire. C'est commencer à partir d'où ? Si on est au niveau 0, que ça fait 6 mois qu'on n'a pas couru, ou si on a gardé un rythme, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est pour être vraiment à l'aise, faire une belle préparation, au moins 2 cycles spécifiques sur allure 10 km et un peu autour. Parce que 2 cycles, pour moi, ça va être à peu près 8 semaines, quelque chose comme ça. Donc ça peut paraître très long, c'est pas nécessaire, hein. Un 10 km, on veut le finir. Il y a beaucoup de personnes un peu athlétiques de base. Bah, demain, ils peuvent faire un 10 km si on veut. Là, on parle de si on veut progresser, si on veut aller chercher son record. Voilà, si on veut laisser le temps à notre corps de s'habituer un peu à cette intensité particulière. Si on prend donc 8 semaines à peu près de cycle d'entraînement, là, on est royal. Hein. Bon, bah ça va, ça reste accessible. C'est ça. Et après, là, on parle vraiment de la préparation spécifique. Tout à l'heure, tu m'as parlé de vitesse, c'est intéressant parce que si on a une approche de l'entraînement, ce qui est mon cas un peu... peut-être mon approche est un peu trop polarisée, c'est possible. Polarisée, ça veut dire on travaille des très basses vitesses, donc endurance fondamentale, etc., et des très hautes vitesses. Et justement, très haute vitesse, que je considère très haute vitesse, ça va être à peu près allure 10 km et au-dessus. Très prisé l'entraînement polarisé chez les triathlètes, et donc c'est pas forcément étonnant que c'est quelque chose que exactement. Toi tu... Alors après, évidemment, par le principe de spécificité, tu dépolarises un tout petit peu à l'approche si jamais tu fais un semi, si jamais tu fais un marathon. Mais ce qui est bien, c'est que le 10 km, par principe, t'es polarisé, parce que si tu veux être spécifique pour l'activité, tu remplis cette case-là involontairement un tout petit peu. Donc ouais, ces deux cycles-là, en effet, tu l'as dit tout à l'heure, ils permettent de travailler des allures plus rapides parce que c'est spécifique. Donc là, moi, je suis comblé sur une préparation de 10 km. On fera peut-être un sujet d'ailleurs sur l'entraînement polarisé. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, il y a pas mal de retours d'expérience aussi de coureurs ou d'entraîneurs. Pourquoi pas, on va se le mettre de côté. Qu'est-ce qu'on retrouve, selon toi, dans un bon plan 10 km ? On parle d'entraînement polarisé, du coup, j'imagine, pas mal de séances de vitesse, de fractionnés. Ça va vite, une prépa 10. Exactement. Alors, pourquoi ? Parce que les gens, ils vont souvent, ils vont peut-être dire, ils proposent la même chose tout le temps. Désolé, mais c'est comme ça un petit peu. C'est-à-dire que quand on parle de préparation polarisée, on va dire entre 65-80% des séances qui sont réalisées à basse intensité. Donc basse intensité, endurance fondamentale. Si on devait un peu faire une règle générale, on va dire 75% de fréquence cardiaque maximale, c'est vraiment très générique. Mais pourquoi est-ce que c'est important ? Et les gens, comme on l'a dit pendant le podcast qu'on y a dédié sur l'endurance fondamentale, les gens ne comprennent pas pourquoi courir lentement fait progresser. Et pourtant, tu l'as dit, il y a des études qui le prouvent. On revient pas dessus ici parce qu'on a fait un épisode dédié. Et puis si on parle d'entraînement polarisé, on reviendra dessus en long, en large, en travers. N'hésitez pas à écouter le podcast sur la course lente. C'est ça, exactement. Donc les règles sont plus ou moins les mêmes sur la répartition des séances, c'est-à-dire que par exemple si vous avez 3 séances dans la semaine, va y avoir un fractionné et puis peut-être une sortie avec un peu plus longue et peut-être un peu de tempo. Si vous avez 5 séances dans la semaine, vous allez pouvoir accéder à 2 fractionnés, pareil, une sortie peut-être un peu plus longue avec un peu de tempo. Voilà, ça va être des règles
générique, mais qui fonctionne. Hein. C'est pas parce que c'est générique que ça fonctionne mal, bien au contraire d'ailleurs. C'est une base de travail sur laquelle année après année, vous pouvez essayer de travailler. Donc si ça fait 3 ans que vous courez et que vous n'avez jamais mis en place de vrais processus d'entraînement, c'est une très très bonne base que vous allez pouvoir utiliser pendant plusieurs années avant de spécifier à votre profil un tout petit peu plus. Et après, si vous courez plus de 5 séances par semaine, en général là vous avez un coach si vous courez 8 fois qui va vous faire ça aux petits oignons. Mais voilà à peu près la répartition. Et après, comme on l'a dit, vis-à-vis des séances fractionnées, on va adapter à la spécificité. Donc, c'est sûr que sur un plan 10 km, il va peut-être y avoir un peu plus de VMA, un peu plus d'allure 10 km que sur des distances plus longues ou même des distances plus courtes. Hein. C'est-à-dire que la VMA est quand même plus spécifique sur un 1500, mais c'est-à-dire que travailler allure 10 km quand on prépare un 400 mètres, on va pas trop avoir l'intérêt de le faire. Donc voilà, adapter à la spécificité, pas mal d'allure 10 km. Ce qui est bien, je l'ai dit, l'allure 10 km, c'est vraiment à mi-chemin. Tu vois, on est entre 30 minutes et 1 heure en fonction des profils. C'est vraiment, d'un point de vue polarisation de l'entraînement, un truc un peu universel, tu vois, au milieu. Bon, il n'y a pas besoin de faire 5 séances par semaine sur piste, en tout cas, parce qu'on prépare un 10 km. Finalement, on reste sur les mêmes plans de structure d'un plan assez classique. Ça ne change pas beaucoup. C'est après les allures, les intensités qui vont peut-être un peu varier, le volume d'entraînement aussi qui va varier. Et on fera un épisode très prochainement qui arrive vraiment très bientôt sur le fractionné. Comment exploiter tout ce qu'il faut savoir autour du fractionné. Ça va être un épisode passionnant qui arrive bientôt, donc restez à l'écoute. C'est ça, je leur laisse un petit indice, mais par exemple quand on dit 10 km ou même 5 km, les gens ils disent mais pourquoi faire de l'endurance fondamentale, on court vite. Tu vois, sur un marathon encore c'est plus facile de faire digérer la pilule à quelqu'un parce que allure marathon, endurance fondamentale, d'ailleurs pour quelqu'un qui va courir vers les 5h30 aux alentours, il y a même parfois pas de différence entre les deux. Donc c'est plus simple de faire avaler la pilule à ces gens-là. Quand tu cours sur un 5 km, sur un 10 km, là, c'est très très éloigné, donc c'est encore plus difficile. Donc ce que je dis par là, c'est que 5 séances dans la semaine, 6 séances dans la semaine, tu vas avoir 2 fractionnés seulement. Les gens sous-estiment à quel point leur capacité d'assimilation des entraînements à haute intensité est limitée. Et souvent les gens en font trop, donc ils se blessent. Bon, quid de la sortie longue maintenant, parce qu'on n'a pas parlé, tu m'as pas parlé de sortie longue là sur prépa 10 km. Alors, moi à titre personnel, quand je préparais, j'aimais beaucoup le 10 km et c'est vraiment une course que j'ai beaucoup aimé courir. Et quand j'étais en prépa 10, alors à l'époque je faisais pas du tout de semi-marathon, pas du tout de marathon, vraiment ma plus longue distance c'était le 10 km et je voulais vraiment baisser mon chrono sur 10, donc je me suis un peu focalisé sur cette distance-là. Et record que j'ai eu sur 10 c'est 33-30. Et j'ai jamais fait de sortie de plus de 15 km. Et encore, les sorties de 15 km, j'en faisais pas des masses. Je faisais des footings, je faisais 13 km en footing, voilà, tranquille, mais quasiment pas de sorties longues. Est-ce que ça a été une erreur ? Je sais pas. Est-ce que j'aurais pu battre mon record si j'avais intégré des sorties de 20 km ? Voilà, est-ce que ça vaut le coup ? Moi, j'ai pas l'impression que ça m'ait fait défaut. Est-ce que ça vaut le coup la sortie longue vraiment de 2 heures, 1h30, 1h45, 2 heures de course, 20, 25 bornes, 30 bornes en prépa 10. Sous les 34 minutes, t'es parti d'où quand t'as commencé la course à pied ? Quand j'ai... après, en combien de volume je faisais, tu veux dire ? Non, c'était quoi ton chrono à la base ? Le tout premier 10 km, je devais être en 50 minutes. Après, j'ai fait 43. Après, j'ai fait 39. Après, j'ai fait 36, j'ai un peu stagné à 36. Après, j'ai fait 34, 35, 34, 34, 9. Et après, 34, 9, 33, 30. Et après, j'ai fait que remonter. J'ai pas réussi à... Je suis pas resté à 33, 40. Non, je suis remonté 34, 30. Voilà. C'est ça. Si je te pose la question, c'est parce qu'en réalité, les gens, ça les motive plus de savoir que tu es passé de 50 à 33 que de savoir que potentiellement tu as couru 33 toute ta vie. Tu vois. Le parcours est plus beau que l'arrivée. Non, et ça a été j'avais vraiment envie de faire sub 34 et j'y ai investi beaucoup d'énergie. Donc c'est peut-être pour ça aussi, après, une fois que j'avais atteint cet objectif, j'étais peut-être un petit peu moins motivé. T'imagines tous les gens là qui courent en 50 minutes, tu leur laisses la possibilité, tu leur ouvres l'esprit de se dire qu'avec de la régularité, de l'investissement, potentiellement on peut passer sous les 35 minutes. Là tu vends du rêve, c'est bien. Bien sûr, franchement, si je l'ai fait, vraiment tout le monde peut le faire parce que j'ai pas une très belle foulée, j'estime pas être un très bon athlète, un peu discipliné mais pas forcément avec un gros mental non plus. Et puis voilà, après ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, hein. Ça s'est fait en 5 ans, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des périodes où j'ai stagné, où vraiment j'ai voulu y aller, mais je le dis souvent dans le podcast, moi déjà moins de 40, à la base c'était vraiment mon plus gros objectif. J'avais un ami qui était à l'école avec moi et qui faisait moins de 40 à l'époque où justement je faisais 50 minutes et je trouvais que 40 minutes c'était un dieu quoi. Et en fait quand j'ai atteint ça, je me suis dit mais en fait si je l'ai fait, je suis passé direct à 39,
Je me dis putain, mais si j'ai fait ça, finalement, c'est quoi la limite? Et ça m'a motivé. Donc voilà. Après, moins de 34, ça reste aussi pour les coureurs. Moins de 34, après moins de 30 minutes, voire même 31 minutes. Tu vois, il y a des paliers aussi psychologiques. Bon, moi, voilà, je sais que ça m'intéresse. Voilà, ça me va très bien. 33-30, ça me va très bien. Parfait. Pour revenir donc sur la sortie longue, puisqu'on a fait un petit détour. Un petit live. C'est ça. Alors sur prépa 10 km, évidemment, ça va être beaucoup moins important. Elle va prendre une place beaucoup moins prépondérante que sur des distances plus longues, semi-marathon, marathon, trail, ultra-trail, évidemment. Cependant, moi, j'aime bien quand même en mettre une petite. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Tu l'as dit, toi, tu l'utilises pas et c'est toujours bien de remettre dans le contexte parce qu'il existe autant de méthodes que d'entraîneurs. Et comme je dis, le plus important, c'est la logique interne. Tant que tout est logique, en fait, ça fonctionne. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'en mets? Alors, évidemment, en fonction des profils, quand je dis sortie longue, ça va être entre 1 heure et grand maximum 1 heure et demie en fonction des gens. Premièrement, parce que les fractionnés, alors par exemple, tu vois, les personnes qui vont courir 1 heure et demie, ça va être ceux avec des plus gros volumes, donc potentiellement leurs fractionnés aussi vont avoir des plus gros volumes. Et quand sur un fractionné, tu fais un 6, 7, 8 fois 1000, si tu inclus les récupérations actives, que tu prends en compte l'échauffement, que tu prends en compte le retour au calme, en fait ta séance elle fait déjà 1h10, 1h15 et tu es déjà à 10, 14, 15 bornes. Et donc il y a beaucoup d'entraînement. Là pour le coup, ça sert à rien de penser que pour préparer une distance il faut courir la distance. Parfois courir un peu plus sert aussi. En fait tu ne la regardes même pas la distance. Au cours de tes fractionnés, tu es pas en mode j'ai fait 10 bornes, je m'arrête. Donc voilà, le but de la sortie longue sur cette préparation de 10 km ne va pas servir particulièrement aux 10 km en soi, mais va servir aussi à encaisser les fractionnés qui eux aussi représentent un certain volume. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, allure 10 km, allure intense. Donc on fait très rarement des très grosses portions à cette allure-là. On va pas, très rarement, enfin personnellement moi je le fais pas faire, mais des portions de 5-6 km allure 10 km, voilà, c'est assez rare. Souvent on va faire des 1000, on va faire des 2000, voire des 3000. Donc l'avantage de ces sorties longues, moi ce que j'aime bien, ça va être y mettre des allures un peu tempo, on pourrait dire. C'est un terme qui veut un peu tout et rien dire, mais tempo en gros c'est entre endurance active et allure marathon, voire peut-être un peu d'allure semi. Pourquoi ? Parce que les portions qui peuvent être faites à ces intensités-là sont beaucoup plus longues. Et mentalement, j'aime bien le rôle que ça donne, c'est-à-dire, ok, est-ce que je peux rester concentré dans mon effort sur 20, 30, 35 minutes sur un effort continu, sans forcément laisser des traces, parce que si on fait ça à l'heure 10 km, le temps qu'on va mettre pour en récupérer va être infini, et le but c'est d'enchaîner semaine après semaine après semaine. Donc c'est toujours un rapport entre coût et bénéfice, et j'aime bien le faire ça pour ça. Donc sortie longue, oui, entre 1 heure et 1 heure et demie, donc oui, on court plus que 10 km, et en vrai 1 heure et demie quand même il y a du tempo. On fait pas 20 bornes. Et donc, à la fois pour cet aspect mental de rester focus sur des longs intervalles de temps, et à la fois pour avoir un volume et une endurance, on pourrait dire, suffisante pour encaisser ces fractionnés. Mais si je le referais aujourd'hui, je pense que je le referai certainement aujourd'hui. Parce que bon, j'espère que je vais quand même refaire les 10 km. On le fera ensemble, Guillaume. Ouais, avec grand plaisir. Et je pense que je ferai un petit peu plus. Mais j'aimais pas ça, en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai, quand je faisais des petites distances de la piste, donc tu es très matrixé vitesse. Et du coup, la sortie longue, le footing, tu te dis, bon, l'entraîneur, il veut que tu fasses ça, mais tu te dis quoi, voilà, est-ce que franchement, c'est utile, quoi. Mais bon, j'étais jeune et immature. Voilà, maintenant, je ferai plus cette erreur. On va passer maintenant tout de suite à un élément quand même assez clé dans la vitesse, c'est le renforcement musculaire, la PPG. Parce que je sais que sur 10 km, c'est quand même important. La vitesse, il faut quand même pouvoir musculairement avoir des bonnes bases. Est-ce que j'imagine que tu es d'accord avec ça, sur une prépa 10, c'est quand même important de ne pas oublier la PPG. C'est vrai que sur un 10 km, forcément, on pourrait dire plus on va vite, plus on doit être actif. Souvent, en club d'athlétisme, on aime bien parler de qualité de pied. Voilà, quelqu'un qui a un bon renvoi d'énergie au niveau du pied, ça va être important. Et plus on va vite, plus c'est réel, plus on va avoir une foulée passive, on pourrait dire, c'est-à-dire justement très peu actif au niveau du pied, et donc au niveau des muscles de la loge postérieure du tibia, des mollets, du solaire, voilà. Au final, on subit un tout petit peu sa foulée, plus on va chercher à aller vite, plus on va dire le coût énergétique sera dégradé. Sur un marathon, c'est un peu, alors évidemment à très haut niveau, Kipchoge de toute façon il court à 21 km/h son marathon, donc oui, lui c'est forcément intéressant, mais sur quelqu'un qui va courir en 5 heures, s'il a une foulée un peu active, c'est pas très grave, parce que de toute façon, allure marathon, ça nécessite pas une grande activité du pied. Donc oui, pour moi, ça prend tout son rôle, parce que si tu regardes d'un point de vue travail de raideur, travail de rendement mécanique, le renforcement est l'un des meilleurs moyens d'accélérer ces processus-là. Courir va le faire.
courir vite, par extension, on va le faire d'autant plus. On pourrait sprinter et on a aussi des adaptations mécaniques et de rendement. D'ailleurs, rien ne vous empêche de sprinter sur une préparation de 10 km en amont, quelques mois avant. Personnellement, moi, c'est ce que je préconise. Mais donc voilà, travailler ce rendement, travailler sa raideur, c'est des choses que les gens qui sont un peu expérimentés en course à pied vont avoir tendance à faire, même parfois à travers des lignes droites, à travers des éducatifs. Comme je le dis souvent, les éducatifs, on appelle ça éducatif, on pense que c'est un travail technique, ce qui est vrai, mais c'est aussi et avant tout un travail pliométrique qui va jouer sur cette raideur, qui va jouer sur ces rendements mécaniques. Donc ça va jouer, mais le renforcement musculaire est un levier important à actionner pour accélérer le processus. Comme je le dis, ça s'active, mais le but c'est de le faire le plus rapidement possible pour optimiser et c'est un bon levier à utiliser. Je le rappelle, et Fred, souviens-toi, aimait bien le rappeler, le renforcement musculaire, on le rattache souvent à la prévention des blessures. C'est l'une de ses vertus, mais c'est loin d'être la seule, et c'est aussi très important pour améliorer sa foulée, améliorer son économie de course et améliorer sa vitesse. Donc ne réduisons pas le renforcement musculaire à la prévention des blessures, ce serait vraiment une erreur. C'est ça, et puis surtout, si on rentre un peu dans les détails, qu'on parle de restitution restitution élastique de l'énergie, ça passe aussi beaucoup par un travail de tendon. Et par exemple, alors ça dépend des tendons, il me semble, mais par exemple, si on prend le tendon d'Achille, il faut des grosses contraintes pour créer des adaptations et le pousser mécaniquement, et c'est beaucoup plus simple à atteindre à travers un renforcement. Tristan, j'aimerais maintenant qu'on parle de la compétition et du choix de son 10 km, parce que moi j'ai toujours entendu dire que le choix de notre course était hautement stratégique sur 10 km. Un athlète bien, même très bien entraîné, aura du mal, voire ce sera même quasiment impossible, qu'il réussisse à battre son record si la course qu'il choisit elle n'est pas adaptée à la performance. Puisque sur 10 km, les 5-6 secondes de retard sur un 1000, il coûte très très cher à la fin. On a peu de marge de manœuvre pour rattraper son retard. Parce qu'on est souvent quand même, si tu es en 3,20 au 1000 mètres, aller faire 3,12, ça va vraiment te faire passer à 100% de ta VMA. Donc, tu vois, tu as une marge de manœuvre qui est très compliquée pour rattraper ton retard. Donc, il faut bien choisir sa course. Et on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est vrai que des fois, on peut être frustré sur un 10 km parce qu'on s'est bien entraîné, ça ne marche pas. On va en parler justement, mais avant ça, selon toi, quelles sont les conditions à réunir pour avoir un 10 km propice à la performance? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Alors, si on veut battre son record personnel, si on veut mettre toutes les chances de son côté, évidemment, choisir sa course va être important. Je pense qu'on peut regarder 3 choses en particulier. Premièrement, la météo. C'est-à-dire que on dit... Alors, le 10 km, c'est haute intensité, donc on va vite monter en température. On peut se permettre des températures un peu plus froides. Mais grosso modo, une dizaine de degrés. Donc, ça veut dire le 10 km plein août, plein cagnard. Tu vois, ou au mois de juin. La promenade des Anglais, là, en août, pour avoir fait moi un Ironman en juillet, c'est pas la même histoire. Hein. Voilà, il fait très, très souvent plus de 30 degrés. La performance va être impactée, mais à l'inverse... Même l'Adidas Dika qui allait au mois de juin, moi même hyper affûté et tout, j'ai jamais fait mon record là-bas, j'ai dû faire 34-30 parce qu'il fait trop chaud au mois de juin et que après on n'est pas tous sujets, pareil, il y en a pour qui la chaleur va avoir un impact très négatif sur la performance. Moi c'est mon cas, d'autres pour qui ça va beaucoup moins les gêner la chaleur, et souvent d'ailleurs c'est lié à l'économie de course, parce que plus tu as une foulée qui est pas top, donc plus déjà elle est énergivore, donc si en plus tu rajoutes la thermorégulation, et là tu laisses beaucoup de billes à l'énergie. Alors tu vois typiquement on va dire un Vincent Louis, tu vois, qui arrive à bien s'épanouir sur quand il fait chaud, je crois, parce que justement lui il a une foulée un peu plus efficace. Donc c'est une des raisons, mais on pense que c'est vraiment ça qui va permettre de... Alors je sais pas si Vincent Louis c'est le bon exemple, mais je crois que lui il est quand même pas mal, il aime bien la chaleur. Après en fait la question sur la chaleur, alors c'est pas trop le sujet, mais c'est pas vraiment est-ce que tu vas ralentir ou non. Tout le monde ralentit, mais il y en a qui ralentissent beaucoup plus que d'autres. Ouais. Donc en fait c'est plutôt ça. Là quand on cherche une performance maximale, on a tendance à vouloir rester à peu près dans ces températures-là. Après évidemment c'est toujours des études statistiques, donc tu vas toujours trouver le petit centième de l'extrême qui va en fait ne perdre qu'une seconde. Mais voilà, en tout cas quand il fait 30 degrés, c'est sûr et certain que vous ferez une moins bonne performance. Et pas trop froid non plus, hein. S'il fait moins 5, ça marche pas non plus. Idéalement c'est entre 5 et 10 degrés, quoi. C'est ça, exact. Et pas de vent. Le vent aussi, C'est ce que j'allais dire. Voilà, là, on est à Nice, mais on pourrait aller à l'opposé de la France, dans des endroits plus venteux. D'ailleurs, je dis à l'opposé de la France parce qu'on a des gros stéréotypes sur la Bretagne, mais désolé aux Bretons. Il y a du vent en Bretagne ? Voilà, après, tu vois, pareil, la pluie. Là, aujourd'hui, il y a eu un peu de pluie. Potentiellement, ça diminue un tout petit peu la performance, pas non plus énormément. Mais voilà, toute la condition météo, de manière générale, va jouer. Voilà, je pense que les gens ont compris. Ensuite, il y a le parcours.
évidemment. Là, c'est un aller-retour, donc certes, il y a un virage abrupt. Peut-être que le meilleur parcours, ça pourrait être un triangle, tu vois. Ouais. Le triangle, t'as quand même la pointe là où. ou un carré. Un hippodrome, tu vois, très plat, ovale, tu vois, pour quand même que t'aies des belles lignes droites avec des virages bien. C'est vrai que si tu prends, comment ils appellent ça, les pistes de NASCAR aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a moyen de faire un 10 km rapide là-dessus. Donc voilà, le parcours. Vérifie qu'il n'y a pas trop de virages. Parfois, c'est un peu alambiqué dans les petits villages, des choses comme ça. Le dénivelé, évidemment. Et après, le dénivelé. Ce qui se paye cher. Si ça monte un peu, 5 secondes au kill, encore une fois, tu vas avoir du mal à récupérer, quoi. Tu vois, là, par exemple, ça m'a fait rire, mais dans le magnéto que tu as mis au tout début, pour tout le monde qui est venu à Nice, la promenade des Anglais, c'est pas connu pour son dénivelé, tu vois. Et pourtant, c'est marrant. J'ai calculé, je pense qu'il y a à peu près 2-3 mètres de différence entre l'aéroport et là où tu finis la course, ce qui fait un pourcentage moyen, un faux plat de 0,02%. Tu vois, quand tu le cours, tu le ressens. Alors là, je pense que tous les trailers qui sont déjà allés à Nice, ça ils les sont fait en rigoler, mode, mais comment ça, le dénivelé, le changement. Bref, donc. T'es à moins 14 d'altitude ici, c'est ce que me dit ma Garmin. Alors ça me fait un peu sourire. On est sous l'eau, carrément, sous le niveau de la mer. Mais t'as raison, parce que aussi il y a un élément à prendre en compte, c'est que forcément, comme on est très rapide et que le moindre faux plat au bout de quelques kilomètres, t'as l'impression que c'est une côte, quoi, parce que t'es quand même, encore une fois, t'es à haute intensité, donc le moindre grain de sable va avoir des conséquences. C'est ça, on est sur de la performance maximale, on est sur de la mécanique de haute technologie, donc dès qu'il y a un petit truc qui varie, on le ressent d'autant plus. Dernier petit point, la densité. C'est-à-dire que là, je pense qu'on sort de quelques années avec quelques confinements et quelques bonnes idées de personnes qui ont couru des 10 km, des marathons, des semi-marathons tout seuls. Ils se sont rendus compte que quand il n'y avait personne autour, qu'il n'y avait pas de foule, qu'il n'y avait personne pour encourager, c'était pas la même limonade. Donc oui, la densité de la course, le fait d'être entouré, on en a parlé au tout début, le fait de déconnecter vraiment son cerveau, d'être sûr d'être avec des gens qui ont la même allure que nous. Il faut juste gérer son relâchement, rester relâché le plus longtemps possible, et puis quand on arrive au 7e, au 8e, c'est là où il faut abattre ses cartes. Et de toute façon, on le voit, il y a quelques courses en France, c'est vraiment des aimants à coureurs. On parlait tout à l'heure il y a la corrida de Houille, il y a la corrida d'Issy-les-Moulineaux, il y a aussi Aubergenville, il y a la prom classique dans le sud. Et on voit que des fois, tu peux avoir 100-150 coureurs en moins de 34. Donc on voit vraiment que il y a pas, le choix de la course est très important parce que tous les coureurs vont se positionner à la recherche de performance, vont se positionner sur ces courses-là. Et au niveau de la gestion de course maintenant, on parle souvent de négatif, positif, split en course à pied, notamment sur marathon. Alors ça consiste à faire sur marathon, à faire son premier semi un peu moins rapide que le deuxième, même si à mon avis c'est quand même une stratégie qui est quand même pas forcément adaptée à tous les coureurs parce que il faut quand même être capable de faire ça, c'est quand même assez rare. Est-ce que sur 10 km, toi tu recommandes d'avoir une stratégie de course un peu particulière? Est-ce qu'il faut faire son premier 5000 plus vite, moins vite? C'est quoi toi ton regard par rapport à la stratégie? Personnellement, pour les coureurs amateurs, je préconise toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire une allure la plus constante possible. Donc potentiellement faire le premier 5 km à la même vitesse que le deuxième 5 km, en sachant que le deuxième 5 km va quand même être un peu plus compliqué. Après, pour les coureurs non amateurs qui vont jouer par exemple une place, là c'est très différent parce que tu as des dynamiques de course, justement on l'a dit, le fait d'être dans un groupe, de ne pas être dans un groupe, parfois il faut gérer des accélérations. On est vraiment sur une stratégie très très différente. Donc pour un amateur, juste viser constant. Normalement ça se passe bien. La régularité, c'est vraiment pour un amateur, même à quelqu'un qui a un bon niveau. Après, si vraiment on veut faire un record et qu'on a moins de marge de progression, analysez bien le parcours. Est-ce que ça commence avec un petit faux plat descendant? Dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'aller grappiller quelques secondes ou au contraire de s'économiser. Enfin, voilà, essayez d'analyser le parcours en fonction après de vos spécificités, comment vous êtes à l'aise. Faire un repérage, ça peut être aussi intéressant parce que c'est sur ça vraiment que sur les détails. Tu l'as dit, c'est une course de F1, donc le moindre détail compte et c'est ça aussi qui est cruel dans le 10 km. Et là, je le redis parce que souvent, moi, je le vois. Là, j'en ai vu encore des coureurs qui étaient déprimés, qui étaient tristes, parce qu'ils avaient envie de battre leur record, parce qu'ils sont venus, ils ont fait des kilomètres pour venir sur cette course-là, et qu'ils avaient beaucoup d'espoir, et ça n'a pas marché. C'est pas forcément vous qui avez merdé, c'est pas forcément la stratégie, l'entraînement qui a bûché, ça peut être des petits détails. Et donc voilà, on se démoralise pas, et on va vers l'avant, on prévoit notre course, et tôt ou tard, ça signera. Croyez-moi, j'ai vraiment essayé de battre mon record plein de fois, et il faut que toutes les planètes soient alignées. Et puis,
Certes, mur du 7e. D'ailleurs, je compte sur tous les auditeurs pour commencer à parler du mur du 7e kilomètre sur un 10 bornes. Parce qu'il existe, croyez-moi, il existe. C'est très dur le 7e au 10. Tu vois, par exemple, un marathon, très souvent, tu peux voir des gens qui vont progresser de plusieurs dizaines de minutes. Et puis, c'est tellement long en fait qu'on n'a plus vraiment de notion du temps. Un chrono plus ou moins 5 minutes, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Alors que sur 10 km, comme c'est rapide, et tu vois, si on continue le raisonnement, tu prends un 100 mètres, ça se joue au 10e. Tu vois, c'est-à-dire qu'un 10e de seconde et tu vas être en mode ah non, c'est pas assez bien. Un 10 km, c'est la même chose, ça va se jouer aux dizaines de secondes, ça va se jouer à la minute. Donc beaucoup de choses peuvent jouer. Quand bien même, quand le mur frappe, il reste pas si longtemps que ça, il reste en général moins de 10 minutes à tenir. En fait, sur ces 10 minutes-là, on peut très vite perdre 30 secondes et sur un 10 km, 30 secondes, ça représente beaucoup. C'est énorme, ouais. Non, il faut vraiment y aller, il faut être fort mentalement parce que quand il faut serrer tes dents sur 10, il faut être capable de le faire. Avant de conclure et de passer à la rubrique Actu Produit, combien de temps de récup après un 10 km ? Tiens, là, les coureurs qui ont fait la prom classique, combien de semaines de récupération sans courir et après, la reprise ? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, en termes de récup ? Alors, si on part du principe qu'ils ont couru ce 10 km à fond, qu'ils ont tout donné, qu'ils faisaient partie des gens qui terminaient avec la bave un peu partout, là, ce que je dis, c'est ça va dépendre de votre kilométrage et de votre expérience en tant que coureur. Plus vous serez expérimenté, plus vous aurez un volume important, plus vous aurez des capacités de récupération élevées. Et donc, plus vite vous pourrez retourner à l'entraînement, quasiment peut-être prendre un petit jour de récup tranquille ou alors juste faire un footing le lendemain. Mais voilà, au moins un jour off dans les jours qui suivent. Et puis reprendre la routine progressivement. Je pense que ça prend nerveusement quand même au moins une semaine avant de se remettre dedans. C'est-à-dire que si vous faites un 10 km à fond, pour moi, c'est impossible qu'on fasse notre meilleure séance d'entraînement dans la semaine qui suit. Parce que justement, nerveusement, on ne va pas réussir à forcer, mais quand bien même on aurait la volonté de le faire. Après, pour des gens avec des volumes kilométriques plus faibles sur la semaine, au moins une petite semaine tranquille, pas hésiter à faire de la récupération active avec d'autres sports par exemple. Parce que, comme on l'a dit, le 10 km c'est très accessible, donc il y a des gens qui le font avec des très très faibles volumes, voire pas de volume du tout. Et à ce moment-là, pas hésiter à récupérer. Ok, et puis attention parce que sur des kilomètres, généralement, c'est pas forcément le lendemain où on est le moins bien, mais c'est les jours suivants où ça peut, la fatigue peut se faire. Les courbatures se ressentent pas forcément au plus fort à 24 heures après, c'est sûr. Exactement, et comme sur 10, c'est un peu rapide, ça peut y aller. Avant de passer à la rubrique Actu et de recevoir Manu du site OneRun, quels sont selon toi les éléments clés à retenir ? Alors, ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de se dire, c'est de 1, c'est pas parce qu'un 10 km c'est court qu'un 10 km c'est facile. On l'a dit, c'est une distance qui nécessite qu'on soit très rapide dessus. Et donc, c'est une distance qui va faire très très mal. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est pas parce que c'est court que c'est facile. Et justement, essayez de transmettre le message aux non-initiés, de leur dire qu'en fait, un très gros chrono sur 10 km, c'est tout aussi valeureux. C'est une valeur différente, mais c'est tout aussi valeureux que la longueur. Voilà, les gens qui s'y connaissent pas ont tendance à privilégier la longueur à la performance. Et ensuite, sinon, quoi qu'il arrive, c'est une distance qui permet de se faire plaisir avec un volume assez contenu. Donc, je pense qu'on peut s'accorder sur ces deux points-là. Avant de passer à la rubrique Actualité Produit, je tiens à remercier les organisateurs de la prom classique, notamment Séverine, notamment Antoine, de nous avoir accueillis sur cet événement, de nous avoir très très bien reçus. Vraiment, l'hospitalité du site, c'est pas une légende. Et puis, bien sûr, les équipes d'Iron, notre partenaire qui nous soutient pour faire tous ces beaux reportages. Heureusement qu'ils sont là. Ça fait plaisir d'avoir des acteurs qui sont des passionnés et qui contribuent aussi à ce que ces contenus existent. Donc un grand merci à eux. Et maintenant, je ne sais pas si tu as fait attention, on est quel jour là ? Le jour où est diffusé, on est dimanche 8, l'épisode il sera diffusé demain, lundi 9. Et est-ce que tu sais ce que c'est cette date ? Parce qu'elle est particulière, elle n'est pas anodine pour beaucoup de coureurs. Je sais qu'avant-hier c'était le jour de la galette des rois, parce que forcément ça touche à la nourriture. On l'a même pas eu, on aurait pu la manger ensemble. Mais non, dis-moi. Eh bien, il y a quoi dans 12 semaines ? Le 2 avril. Je crois qu'il y a quelque chose qui mesure 42 km. Exactement, c'est le Schneider Electric Marathon de Paris. Et donc, alors après, en fonction des prépas, mais on va dire de règle générale, une prépa marathon, c'est sur 12 semaines. Et donc, ce sera lundi que la prépa commence. Et donc, je voulais souhaiter à toutes celles et ceux qui préparent le marathon de Paris une très belle prépa. Si vous êtes déjà dedans, vous êtes en plein dedans. Donc, profitez. C'est 12 semaines. Et croyez-moi, la prépa, elle est essentielle. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. Au début, c'est un peu compliqué.
Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça va être vos meilleurs souvenirs et cette prépa va rester ancrée en vous. Donc profitez un maximum. On va recevoir Manu qui est pas avec nous mais qui est à distance. Manu, est-ce que ça va? Est-ce que tu nous entends? D'ailleurs, toi, est-ce que tu vas faire le Schneider Electric Marathon de Paris, Manu? Salut Guillaume et bonne année à tous les auditeurs. Je suis très content d'attaquer avec vous cette année 2023 et puis il n'est pas impossible que je sois au départ du Schneider Electric Marathon de Paris. Bon, bah écoute, je te souhaite une très bonne prépa marathon si tu y participes. Manu va nous parler d'un élément assez clé dans la prépa marathon, c'est le ravitaillement. Il y a de plus en plus d'offres autour de la nutrition. Il n'y en a jamais eu autant de marques. Avant, il y avait 2-3 marques qui se battaient en duel. Aujourd'hui, on a le choix vraiment entre une multitude d'offres. Pas simple d'y voir très clair. Les prix aussi peuvent varier du simple au double, voire au triple. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de ravitaillement aussi cher et donc arnaque ou est-ce que ça les justifie vraiment? Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir avec toi. Tu nous as fait une petite sélection de produits qui sont un peu les best-sellers en ce moment en termes de nutrition. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais être franc déjà dès le départ. Moi, je suis pas un grand spécialiste de la nutrition. Bien sûr, je connais les nutriments, les macronutriments, les solides, les liquides, etc. Mais ça reste quand même assez compliqué pour moi. Donc, pour reprendre une phrase totalement hors contexte, moi, c'est le goût. C'est-à-dire que je pars du principe que je dois me faire plaisir. Et si le gel il passe pas, de toute façon, j'aurai du mal à l'utiliser le jour de la course. Donc, je vais le mettre de côté. Donc, je vais chercher des aliments qui ont du goût et puis qui me plaisent, quoi. Voilà. Donc moi, je me mets en tant que consommateur normal. J'ai la chance d'avoir accès à pas mal de marques différentes. Donc j'ai en général testé à peu près tout ce qui se faisait. Donc je cherche une texture et du goût. Et une praticité aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi. Ouais. Voilà. Mais moi, c'est vraiment le goût. Voilà. Après, si c'est un peu moins pratique, voilà. Moi, je suis très très gourmand. Voilà. Maintenant que la théorie est posée. J'ai choisi 4 marques avec 4 produits différents. Donc on aura un gel, on aura des compotes, on aura des pastilles effervescentes et on aura une barre de céréales. Voilà, est-ce que ça te convient? Bon Manu, avec tout ça, on aura déjà un bon panel. Le premier gel. Alors, le gel, ça, c'est le best-seller. C'est dans toutes les pochettes de futurs marathoniens ou même de trailers. Toi, quel gel tu as retenu? Alors, on va commencer par... C'est pas forcément mon préféré, mais j'avoue que c'est un de ceux qui passe le mieux. C'est le gel Mortem 100, qui a été mis au point donc en collaboration avec Eliud Kipchoge quand ils ont fait le passage sous les 2 heures à Vienne. Donc, il s'appelle 100 parce que la composition chimique spécifique qui va faciliter l'assimilation, elle va permettre d'ingérer jusqu'à 100 grammes de glucides par heure. C'est ce que disait Tristan dans le dernier podcast. C'est-à-dire que, effectivement, Eliud Kipchoge, il est capable d'aller jusqu'à assimiler 100 grammes de glucides par heure. Et c'est grâce à la composition chimique de ce gel. Donc, c'est assez surprenant parce que c'est un gel qui est quasiment neutre. On a presque l'impression de boire de l'eau. Alors, c'est plus visqueux que de l'eau. Mais effectivement, ça évite la saturation en sucre qu'on peut avoir quand on prend des gels sur 3-4 heures sur un marathon. Ça devient souvent écœurant. Les derniers, c'est pas forcément facile de les avaler. Donc là, c'est vrai que c'est neutre, c'est pas sucré, mais effectivement, ça fait le job. Alors, c'est vraiment l'acteur qui est l'un des plus innovants. En tout cas, il se revendique d'un point de vue marketing. Tout est basé sur l'innovation, la technologie. Là, vraiment, on a l'impression que voilà, c'est plus de la nutrition classique, traditionnelle. On est sur de la science. Mais c'est des gels aussi qui ne sont pas donnés. Je crois qu'on est entre 3,50 € et 4 € le gel. Là, ouais. Il faut avoir le portefeuille qui suit. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement 3. Bon, ça dépend, des fois, il y a des pros. Alors, je crois que c'est 40 € les 12, quelque chose comme ça. Donc, on doit effectivement être entre 3,50 € et 4 €. C'est plus cher que le samplon 95. Ils auraient dit ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ensuite, on passe. Alors, ça, c'est mon petit péché mignon. Moi, j'adore les compotes. Donc, il y a une marque française qui est près d'Annecy, je crois, qui s'appelle Baou. Et alors là, donc c'est sans gluten, sans lait, sans sucre ajouté, et c'est vegan. Donc vraiment là, il y en a pour tous les goûts.
Alors, les goûts. En même On temps, a- des compotes de fruits, c'est quand même compliqué de faire du non vegan. Alors, pas forcément, parce qu'il y en a qui rajoutent du lactose qui aide à la récupération des fois. Donc, des fois, il y en a où il y a des petits apports de lactose. Donc, qui dit lactose dit lait, donc on n'est plus vegan. Donc, D'accord. faut faire attention, parce que des fois, effectivement, c'est marqué compote, mais il y a des éléments qui sont ajoutés, et donc il pourrait ne plus être vegan. Donc, Alors, on n'est plus dans la compote. Effectivement, si on rajoute du lait, on est dans la compote améliorée. un mélange. Voilà. Donc, alors, pour les goûts, alors, ils sont très sympas, vous allez voir. Donc, on a banane, kiwi, vanille. À chaque fois, il y a toujours un petit épice, un petit peu pour relever le goût. Je trouve ça assez sympa. On a poire, pomme, menthe. Et on a framboise, fraise, basilic. Donc ça, c'est pour les versions sucrées. Et ils ont sorti également une version salée qui est patate douce, carotte, avec une petite pointe de sel de Guérande et puis un piment. Alors, je sais plus quel piment, mais voilà, pour relever un peu le goût. Donc, une version salée. Alors, faut savoir que Baou, si vous êtes un gros consommateur de compote, vous pouvez avoir des éco-recharges pour être quitte d'avoir à chaque fois un morceau de plastique en plus. Donc, il y a des éco-recharges et puis il y a une flasque réutilisable. Qu'est-ce que tu nous as trouvé d'autre maintenant Alors, peut-être une pastille effervescente. Ça ouais. m'intéresse parce que ça, j'imagine que voilà, moi je connais pas du tout. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui proposent des vitamines, des ci, des ça. Bon, généralement, ça sent un peu le marketing des labos à plein nez. Toi, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Est-ce qu'il y a quand même des choses intéressantes avec ça et des goûts qui soient pas trop chimiques? Parce que souvent, c'est le problème. Ouais, alors moi j'ai l'habitude de prendre une pastille effervescente de la marque française Ta Énergie. Alors elle a été créée, alors faut savoir que ça a été créé par un ancien chef cuisinier qui était sportif, qui à un moment de sa carrière devait se lancer dans entre guillemets la course aux étoiles Michelin. Et puis finalement il a décidé de tourner vers le sport. Et donc il a lancé sa propre marque de diététique sportive. Donc on a des pastilles effervescence, hein, c'est sous la forme des boîtes Efferalgan là. Et puis en fait, vous mettez une pastille par 500 ml d'eau. Donc ce que je trouve extrêmement bien, c'est que les pastilles, elles sont très bien dosées. Hein. Souvent, des fois, quand on respecte les doses de ces boissons isotoniques, moi je trouve que c'est souvent trop sucré. Là, elles sont vraiment bien dosées, je trouve. Et puis en plus il y a un peu cet effet on va dire effervescent, donc un peu comme une eau pétillante, donc c'est assez sympa. Alors il y a des goûts il y a tropical un peu, hein, donc pastèque, citron, fruits rouges et fraise kiwi. Et alors moi fraise kiwi, je trouve ça super, donc peu sucré, bien dosé et plutôt rafraîchissant. Après, je le rappelle, hein, si vous avez une alimentation saine, variée, équilibrée, de saison, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir recours à des compléments alimentaires en matière de vitamines. Maintenant, si vous voulez, pas vous prendre la tête, si vous n'êtes pas sûr de votre nutrition, si ça peut être des solutions. Hein. Je suis pas anti-vitamine, hein, mais c'est pas obligatoire, même en prépa marathon. Et ça, je tiens quand même à le préciser à nos auditeurs. Et puis, la surconsommation de vitamines peut être néfaste aussi. Si vous pensez avoir des carences, ça peut être le cas de carences en fer, de carences en magnésium. Après, on gère plus ou moins tous ces ressources, notre capacité à les stocker. N'hésitez pas à aller consulter un médecin, faire des prises de sang. C'est important aussi parce que les carences, c'est quelque chose qui peut être très pénalisant. Évitez l'automédication, en tout cas. Et puis voilà, la priorité, c'est d'avoir quand même une bonne alimentation équilibrée parce que comme ça, on n'a pas de soucis à se faire. Manu, tu nous as parlé d'une barre céréale. Alors moi, c'est mes petits coups de cœur. C'est vraiment ce que j'aime bien consommer parce que c'est pratique, parce que après un entraînement ou avant une séance aussi, j'aime bien en petite collation avoir mes petites barres. Ça donne de l'énergie et voilà. Moi, je suis assez client de ça, donc je vais t'écouter parce que je t'avoue que je suis pas sûr de sélectionner les bonnes. Donc dis-moi, je suis à l'écoute. Alors, moi, il y en a une que j'aime beaucoup. Alors là, c'est pareil, c'est toujours gustatif. C'est la marque espagnole. Alors, je vais le dire en anglais, puis après en français. 226ers, qui est donc 226 à la française, qui est en fait la distance d'un Ironman en kilomètres, et qui propose des petites barres véganes à base de flocons d'avoine.
Et alors moi, j'ai un petit faible pour la version fraise noix de cajou, qui est vraiment très très sympa. Bon, bah écoute, je testerai ça et je te dirai mes ressentis. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces produits, Manu ? Et ben donc, je vous ai mis un peu l'eau à la bouche, donc alors bien sûr, vous l'avez souvent dit dans le podcast, il faut goûter pendant les sorties longues. On fait pas de test produit le jour de la course, hein, ça c'est une évidence. Et puis vous pourrez donc retrouver tous ces produits sur iron.fr. Et je précise que sur toutes les fiches produits, vous avez une partie avec ce qu'ils appellent la fiche technique, où vous allez avoir toutes les valeurs énergétiques de chaque produit en fonction du grammage du produit. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix non seulement par rapport à ce que j'ai dit et par rapport aux différents goûts, mais aussi par rapport aux apports en glucides, en protéines, en lipides, etc., en minéraux, en fonction de ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Cette sélection, évidemment, elle a retrouvé sur le site iron.fr et sur notre site internet www.danslateteduncoureur.fr. Voilà, toute la sélection de Manu, vous allez la retrouver sur l'article de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Manu, merci beaucoup. Et puis, je te dis rendez-vous le mois prochain. Et puis, sur la ligne de départ du Schneider Electric Marathon de Paris le 2 avril. Ouais, tout à fait. Avec plaisir. Ouais, à bientôt. Et puis, entraînez-vous bien parce que là, on va commencer à rentrer dans le dur. À très vite. Cette émission vous a été proposée par iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.